aux amis du Monde Diplo de m'avoir invité. Une deuxième fois, j'étais déjà venu, je ne sais plus, il y a 2 ans, ça, je crois. Moi, en fin de compte, j'ai aucune formation effectivement universitaire. J'ai appris mon métier sur le tas, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, 10 ans de formation dans l'entreprise, avant de prendre la direction de l'entreprise que j'ai dirigée pendant une 12aine d'années. Donc une entreprise de logistique de transport international et négoce international. C'était une entreprise familiale, logée, domiciliée en Normandie, puis j'en ai fait avec mon équipe une entreprise de taille internationale. Donc j'étais passionné par mon métier, c'était faire du business, gagner de l'argent, tout ça c'était très bien et très excitant. Sauf que les années passant, c'était ça dans les années 80, j'ai pris la direction en 80, je suis parti en 92, je voyais d'année en année combien les choses devenaient de plus en plus difficiles ou surtout de plus en plus inhumaines. En 1992, à Rande-Montablier, j'ai décidé de quitter le monde des affaires et à mener cette réflexion sur pourquoi cette contradiction, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre, combien de moyens il faut avoir, combien de connaissances supplémentaires faut-il avoir pour enfin parvenir à répondre aux besoins essentiels de tous dans la dignité. Moi, quand je commençais à parler des monnaies complémentaires il y a une quinzaine d'années, j'avais aucun public et tout le monde me regardait avec des yeux ronds parce que c'était pas encore le temps. C'est depuis que le monde est secoué dans cette réflexion sur la monnaie, sur le monde de la finance et de la dette publique, entre autres, que voilà, on se pose des questions. Et c'est depuis ce moment-là, d'ailleurs, que commence à fleurir en France de façon forte, depuis ça a commencé il y a à peine 3 ans, et en 3 ans, il y a une cinquantaine d'expériences qui se développent en France, et dans le monde, parce que c'est pas seulement en France, les Allemands nous ont précédés depuis une dizaine d'années, nous on est plutôt en retard, puis en Amérique latine, aux États-Unis, au Japon, enfin c'est un phénomène mondial, les monnaies complémentaires, citoyennes, sociales, on leur donne différents noms, se développent partout dans le monde, c'est un véritable mouvement citoyen, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle qui nous intéresse ce soir, c'est de voir quels sont les enjeux de ces monnaies complémentaires, enjeux économiques, sociaux, politiques, parce que, a priori, comme ça, quand on en entend parler, quand on voit ça dans les journaux, aujourd'hui c'est devenu une espèce de mode, tout le monde veut sa monnaie complémentaire, et ça, si on ne réfléchit pas, si on n'est pas informé sur ce que c'est et quel est le potentiel de développement social et économique qui est au cœur de ces monnaies, de ces expériences, alors on risque vraiment de dériver très vite et de réduire ces expériences et ces monnaies à une espèce de gadget pour bobo, histoire de se faire plaisir, de jouer à la marchande localement avec des billets d'une autre couleur, et puis de croire qu'avec ça on va changer le monde. Ça risque d'être très vite quelque chose sans sens profond et sans impact réel. Et donc pour moi, il y a quelque chose, il y a toute une réflexion, il y a une mise en perspective qui est tout à fait essentielle pour que ces monnaies, aussi anecdotiques qu'elles soient, parce que ça reste anecdotique aujourd'hui, dans l'anecdote, il y a une puissance, il y a une clé, il y a surtout un potentiel extraordinaire et il faut en avoir conscience si on veut que ça puisse éclore. Il y a une bonne nouvelle quelque part dans tout ça, c'est que les monnaies complémentaires s'inscrivent, comme j'ai dit, dans une certaine perspective d'avenir, mais cet avenir étant déjà apparu il y a une quarantaine d'années, mais on ne l'a pas vu. Et les monnaies complémentaires ou les réflexions qui tournent autour aujourd'hui doivent prendre la mesure de ce qui s'est passé il y a une quarantaine d'années, parce que si on le voulait, tout aujourd'hui pourrait changer en un claquement de doigts. Il n'y a aucun problème extérieur physique. Aucun. Il n'y a aucun obstacle physique. Outre effectivement le fait qu'on a tapé allègrement dans le gâteau de la planète et que les ressources s'amenuisent, et là ça pose un problème, mais ce n'est pas fondamentalement la planète qui est à mettre en cause, c'est l'appétit et cette logique de croissance et de croissance infinie
qui aujourd'hui fait que nos ressources s'épuisent alors qu'on aurait très bien pu les gérer de façon différente. Qu'est-ce qu'on a loupé il y a 40 ans de ça? Eh bien, on a loupé la prise en compte d'un événement majeur qui nous est passé complètement inaperçu et qui pourtant est une clé de transformation aujourd'hui. Cet événement majeur est celui qui est arrivé à une date précise, le 15 août 1971, je ne sais pas quelle heure, mais bon, 15 août 1971, au moment où Richard Nixon aux États-Unis a annoncé la fin de la convertibilité du dollar en or. Ça veut dire que ça a sonné le glas, ce jour-là, de la fin de la matérialité de la monnaie. Jusqu'à cette date, la monnaie était reliée, certes de façon assez ténue, mais reliée quand même, à un métal précieux qui était l'or. Donc la monnaie était une marchandise, c'était quelque chose qui existait, donc relié à un métal précieux, donc ça existe, qui a donc une valeur propre, et qui peut manquer, puisque l'or est un métal rare. Donc toute la logique de l'économie et de la monnaie reposait sur la rareté de cette monnaie. Lorsque les États-Unis ont décrété la fin de la convertibilité, alors d'un seul coup, eh bien, les monnaies, le dollar en premier et toutes les autres monnaies qui s'appréciaient par rapport au dollar, sont devenues des monnaies immatérielles. On a basculé de la monnaie marchandise rare à une monnaie unité de compte virtuelle. Eh bien, à ce moment-là, on a basculé dans le monde d'une monnaie qui est créée par l'être humain. Donc on est passé dans une monnaie qui est créée par une opération comptable. Et ça, on a loupé quelque chose, volontairement, malheureusement, enfin du moins pas volontairement au niveau des peuples, parce que nous on a été tenus dans l'ignorance, on n'a pas compris, on n'a pas pris la mesure de ce qui était en train de se passer. Ceux à plus haut niveau ont vu là une opportunité, non pas de libération des peuples, pour basculer dans une nouvelle forme d'économie beaucoup plus généreuse, mais au contraire, pour asservir un peu plus les peuples, parce qu'on est véritablement dans un espace d'asservissement aujourd'hui, on le vit depuis le début des crises, on voit que ce sont les peuples qui doivent payer les pots cassés de ceux qui s'abusent au-dessus, à jouer au casino, à claquer toute la monnaie, sur des opérations spéculatives très douteuses. 97% des flux financiers mondiaux sont absorbés dans la spéculation, 3% seulement servent à ce qui nous est nécessaire pour vivre au quotidien. Et on gagne beaucoup plus d'argent aujourd'hui en spéculant qu'en travaillant. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises aujourd'hui placent leur argent en bourse plutôt que d'investir dans l'outil de travail. À partir du moment où les États ont abandonné le pouvoir de création monétaire pour le confier au système bancaire privé, alors on a perdu cette possibilité d'émission monétaire pour le bien public, qui nous permettait entre autres de financer tous les besoins sociaux et de services publics, etc. Pour abandonner ça donc au système de banque privée, qui est maintenant, vous le voyez, quand un État a besoin d'argent maintenant, il ne peut plus l'émettre, il faut qu'il se tourne vers les investisseurs qui vont lui prêter, évidemment contre intérêt. Et c'est le fait d'avoir commencé cette dynamique depuis les années 73 en France qui fait qu'aujourd'hui on a 2000 milliards de dettes, alors que d'après les calculs que nous avons faits, si nous n'avions pas payé d'intérêt, comme c'était le cas à l'époque, on aurait à peine 20% de notre PIB en dette, au lieu de près de 100%. Toute l'idéologie économique est fondée sur une notion de rareté. Et donc, il y avait une cohérence jusqu'au début des années 70, à ce que l'économie soit tournée vers le toujours plus, une croissance, et vers l'utilisation d'une monnaie rare, puisque cette monnaie rare exprimait par sa rareté même la rareté réelle des biens et des services. C'est-à-dire que jusque dans les années 70, début des années 70, la demande, donc les besoins des êtres humains, était supérieure à l'offre, c'est-à-dire ce que pouvait produire l'industrie et le commerce. Mais à partir des années 70, on est rentré dans un monde, à un moment où
enfin, l'outil de production mondiale est devenu potentiellement supérieur à la demande. Et on est, depuis cette époque, dans un contexte d'offre supérieure à la demande. Et ça, on ne sait pas gérer. On va continuer à utiliser l'idéologie traditionnelle de la rareté en créant cette fois un système fondé toujours sur la rareté, mais une rareté artificiellement orchestrée. Quelles que soient nos idées, quels que soient nos rêves, on regarde combien on a de sous, et puis on fait avec. Mais dès lors qu'on bascule dans un monde où la monnaie est potentiellement infinie, créée par l'être humain, des simples écritures créées par l'être humain, alors ça change le curseur. Au lieu de se dire est-ce que de combien on a d'argent et qu'est-ce qu'on peut faire avec, on évacue à ce moment-là complètement la question de la monnaie. Ce n'est plus du tout un sujet d'inquiétude. De toute façon, la monnaie, c'est un jeu d'écriture, on la créera à hauteur nécessaire quand on se sera mis d'accord sur l'essentiel. Donc oublions la monnaie n'est plus un problème. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut produire? Qu'est-ce qu'on veut échanger? Est-ce que c'est... quelles sont les conséquences de notre projet? Est-ce que ça... les conséquences positives, les conséquences négatives? Quel impact ça a sur notre environnement naturel? Est-ce que c'est... comment ça va... quelle influence dans nos relations avec nos voisins? Bref, c'est sur la nature, le fond même de nos réalisations, nos projets et nos réalisations, c'est sur ce fond qu'on doit réfléchir, et ça devrait occuper la totalité du débat public en permanence. Ça, ce serait autrement plus intéressant que de se demander comment, si on doit rembourser la dette et comment rembourser la dette. C'est qu'on focalise aujourd'hui l'attention, l'intelligence des êtres humains et l'énergie des êtres humains sur un problème qui est absurde, qui ne devrait pas exister, alors que pendant ce temps-là, des êtres humains souffrent, des êtres humains meurent, et la planète aujourd'hui est en train de mourir également. Tant que la monnaie est rare et que la production est rare, c'est la monnaie qui dirige ce qu'on peut faire. Maintenant, c'est la capacité de la planète à soutenir nos projets qui doit être la limite. C'est la nature, c'est la compréhension de la nature, c'est le lien avec le vivant et l'exigence du vivant qui doit mesurer et limiter notre action, parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, en termes d'action, en termes de possibilités, c'est énorme. Et on joue vraiment à l'apprenti sorcier avec certaines choses, hein, comme les OGM, comme le nucléaire, comme la nanotechnologie, toutes sortes de choses qui n'ont rien de bien, rien de mal fondamentalement. C'est l'utilisation qu'on en a, et ça, toutes ces choses-là détiennent un potentiel considérable, peut-être de bienfaits, mais peut-être aussi de catastrophes. Or, tant que tout ça est géré et conçu uniquement au travers du prisme du marché et du gagner de l'argent avec tout ça, il y a des dérives et des dangers absolument considérables. C'est depuis 40 ans, depuis 71, que nous aurions dû pouvoir basculer dans ce monde autrement plus intelligent et autrement plus épanouissant et passionnant que de compter nos sous et de se dire, bon ben voilà, avec ça, bon, ben pour la santé, on va faire ceci, cela, pour l'éducation, on va faire ceci, cela. On ne regarde pas le réel potentiel qu'on a, on regarde les budgets, et puis qu'on voit que comme tous les ans, les budgets se rétrécissent parce que la compétition internationale oblige, et bien on coupe des petites tranches tous les ans, et voilà, la qualité de vie se détériore de plus en plus d'année en année, de façon totalement absurde et illégitime. Et ce qui est intéressant, c'est que les monnaies complémentaires, les actions de monnaie complémentaires, nous ramènent à ce point de départ, au travers de ces expériences citoyennes. Vous avez la possibilité de revisiter l'histoire, et cette fois de monter dans le train et de changer les choses. L'exception même de cette monnaie, le fait qu'elle est locale, elle tourne uniquement dans la localité et uniquement dans l'économie réelle. Il n'y a aucune vérité de thésaurisation ou de spéculation dans les monnaies locales. Moi je les classe grosso modo en trois grandes familles. Il y a ce que j'appelle les monnaies commerciales,
les monnaies commerciales sont des monnaies de type vire. Pourquoi vire? Parce que c'est une monnaie, pour ceux qui connaissent, qui a cours en Suisse, une expérience qui est née dans les années 30, à l'époque, donc la première crise économique. Des entrepreneurs voyaient que leur affaire périclitait tout simplement parce qu'il n'y avait plus assez d'argent national, ils n'avaient pas accès aux francs suisses, donc ils avaient décidé de se regrouper en coopérative et à l'intérieur de cette coopérative d'échanger leur production en une monnaie qu'ils avaient décidée et qu'ils administraient eux-mêmes. Des points, enfin des francs vire. Bon. Donc ça leur a permis de remplacer la monnaie qui manquait, le franc suisse, par une monnaie qui circulait, qu'ils avaient acceptée, parce que la valeur de la monnaie, en fin de compte aujourd'hui, et ça faut bien en prendre compte aussi, c'est que puisque la monnaie n'est plus une marchandise et n'est plus reliée à aucune valeur précieuse, la monnaie ne vaut que par son acceptation. Il suffit qu'une communauté, comme ici dans l'autre projet de monnaie complémentaire à Montpellier, le seul véritable obstacle à surmonter, c'est l'acceptation de cette monnaie. Est-ce que nos commerçants, nos producteurs vont accepter cette monnaie? Une fois qu'une monnaie est acceptée dans une communauté, alors il n'y a plus de problème, elle circule. Donc en Suisse, cette monnaie a circulé, et puis elle a eu de beaux jours, contrairement aux autres pays d'Europe où il y avait des expériences qui allaient un peu dans le même sens et qui ont été combattues et interdites par les pouvoirs centraux. En Suisse, elle a été autorisée au point même que la coopérative vire a obtenu l'agrément bancaire dès 1937, et aujourd'hui la banque vire est une coopérative bancaire en Suisse avec 70 000 adhérents, donc c'est quelque chose qui est tout à fait puissant et important dans l'économie suisse. Et donc là, on est dans une monnaie qui circule exclusivement à l'intérieur d'un réseau d'entreprises dont les avantages sont bien évidemment directement économiques. Ça permet à ces entrepreneurs qui sont à l'intérieur de ce réseau de soulager leur trésorerie en monnaie nationale, parce que tout ce qu'ils peuvent payer en monnaie complémentaire, eh bien, c'est autant de monnaie nationale qu'ils n'utilisent pas, donc ça soulage leur trésorerie. Et puis ça a un effet dynamique dans leurs affaires, parce que là c'est un effet club privé, puisque tous les membres de ce réseau vont chercher de préférence à travailler les uns avec les autres. C'est sûr que moi, si j'invite un de mes clients, par exemple, au restaurant, je vais regarder quels sont les restaurants qui acceptent cette monnaie. Ça me permettra comme ça de payer avec la monnaie complémentaire plutôt que de payer avec la monnaie nationale. Donc voilà, grosso modo, le schéma des monnaies commerciales qui... À Nantes, par exemple, notre Premier ministre, c'est une monnaie de ce genre qu'il veut lancer. Il y a les monnaies de lien, les monnaies sociales plutôt, donc qui sont beaucoup plus tournées vers la relation humaine, qui sont les monnaies de type SEL, système d'échange locaux. Vous en avez ici à Montpellier, je crois. Le jeu, le jardin des gens universels, les accorderies qui sont en train de se développer en France, donc qui sont des réseaux de personnes individuelles. Là, ce sont des particuliers. D'ailleurs, c'est des entreprises, maintenant ce sont des personnes à titre individuel qui, voilà, comme dans un quartier, un village ou autre, il y a un réseau qui se forme, et puis on va regarder à l'intérieur de ce réseau quels sont les talents, les services, les richesses que chacun peut offrir, puis on en fait un catalogue, on décide d'un outil, d'une monnaie, on va baptiser le grain de sel, on va lui donner une mesure, souvent c'est une mesure de temps, on fait beaucoup appel dans ces réseaux-là au temps, parce que si on se dit, après tout,
on n'a qu'à valoriser et échanger nos biens et nos services à égalité, à parité. C'est la minute qui devient l'unité universelle de mesure de richesse. Donc c'est une expérience qui est intéressante aussi, mais qui vise beaucoup plus, encore une fois, à relier les gens, à aider les gens à sortir de leur isolement, à se découvrir, puis surtout à valoriser toutes sortes de richesses qui ne sont pas forcément prises en compte dans la société et dans l'économie traditionnelle. Donc là, ça permet, entre autres, aux personnes qui sont fragilisées, marginalisées et exclues, de revenir dans la société, de pouvoir se redresser dans leur dignité, puis de découvrir que même si elles n'ont pas d'emploi, ou même si elles sont aujourd'hui dans les minima sociaux ou autres, elles ont de la valeur, et que cette valeur, elles peuvent l'exprimer, l'échanger, ça leur redonne véritablement de la dignité. Et ça, c'est Et puis, il y a les monnaies qui nous ont intéressés particulièrement ce week-end à Villeneuve-sur-Lot, où il y avait les premières assises nationales des monnaies complémentaires, parce que maintenant, ça fait 3 ans que ces monnaies se développent, où là, ce sont des monnaies qui s'adressent vraiment à toute la société, à toutes les composantes de la société, comme ici à Montpellier, où on va aller vers des producteurs, vers des commerçants, et ce sont donc des citoyens qui vont rentrer dans ce réseau, mais c'est un réseau où on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. C'est là l'outil, le moyen que les acteurs à l'intérieur de ce réseau vont se donner pour redonner du sens à leur production, à leurs échanges, retisser des liens. Bref, il y a toute une action et tout un référentiel de valeurs, des orientations et des valeurs qui sont données pour redonner du sens justement à ce qui en a perdu complètement dans nos sociétés. Avec ces monnaies complémentaires, on fait un pied de nez, je dirais, au système, parce que ce sont les acteurs, donc monsieur et madame tout le monde, qui vont aller échanger des euros dans les comptoirs d'échange qui leur sont mis à disposition. Ils vont échanger des euros pour toucher l'équivalence en monnaie complémentaire. Ce sont donc des euros qui sont retirés du système du grand casino, puisque ils n'y retourneront pas. Ils sont confiés à l'organisme de gestion, l'association, le général, qui anime la monnaie complémentaire. Et ces euros sont placés dans, en général, une banque éthique de type NEF, Nouvelle Économie Fraternelle, pour ceux qui connaissent, ou Crédit Coopératif. Donc, pour alimenter une épargne éthique orientée vers des investissements qui sont porteurs des mêmes valeurs que celles qui sont inscrites dans la charte. Et de toute façon, cette monnaie ne fait que circuler à l'intérieur du territoire et tourne à 100% à l'intérieur du territoire, donc ne repart pas et ne va pas être absorbée dans la spéculation. Il y a un effet économique important, on multiplie par 2 la masse monétaire. Parce que si j'ai 50 euros dans ma poche et que je veux aller faire mes courses avec, ces 50 euros, je les prends, je les sors, puis je fais mes achats, et puis c'est fini. J'aurais donc eu 50 euros de pouvoir d'achat qui auront été utilisés dans les commerces et les productions locales éventuellement. Mais lorsque j'utilise une monnaie complémentaire, alors les 50 euros que j'avais dans ma poche et que je destinais à faire des courses, je les remets à l'association qui gère la monnaie complémentaire. Ces 50 euros ne sont plus destinés à être dépensés dans mes courses, ils vont constituer une épargne qui n'aurait pas existé autrement. Et je touche l'équivalent en monnaie complémentaire. Donc en réalité, c'est maintenant l'équivalent de 100 euros qui ont été émis, ou du moins qui ont été mis dans la communauté. 50 en épargne, 50 en pouvoir d'achat, mais limité à une certaine consommation. Donc ça a un pouvoir très intéressant. Ces monnaies
sont appuyés sur l'euro. C'est que pour le moment, c'est une obligation légale. Les autorités, la Banque de France, la question a été posée, a dit que dans les associations de loi 1901, on pouvait utiliser un moyen de paiement autre que l'euro, mais à condition que ce soit dans le cadre d'un réseau bien défini, entre membres eux-mêmes bien identifiés, et que ce soit adossé complètement à l'euro. L'euro qui est équivalent de l'or d'autrefois. Hein, puisque l'euro continue pour le moment à être administré dans notre système européen comme si il était rattaché à de l'or, puisqu'on a continué à le gérer dans une logique de monnaie rare, nos monnaies locales, nos monnaies citoyennes, sont appuyées en totalité sur l'euro. Donc ça les ficelle. Et ça peut les condamner à terme. Donc ça c'est un... Il faut en prendre véritablement la mesure, parce que là il y a une aide au départ et un piège à l'arrivée. L'aide au départ, c'est que il est difficile de se passer de l'appui, de l'adossement à la monnaie nationale pour créer le climat de confiance à l'intérieur du réseau. Parce que quand on lance une monnaie complémentaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la valeur de la monnaie, elle est dans son acceptation. Seulement, autant l'euro, il a valeur légale, il est imposé par la loi, et tout le monde, par la loi, a l'obligation d'accepter l'euro, autant les monnaies locales, il n'y a aucune loi et aucune obligation. Donc quand on lance une monnaie locale, et si on va voir un commerçant en disant « Est-ce que tu veux bien du jeu ?» Je dis « Bah ouais, pourquoi pas, mais on est combien dans le réseau ?» Bah, pour l'instant, pas trop. Il va se dire « Mais attends, moi, si les gens ils vont venir dépenser leur argent, leur monnaie locale ici, puis si moi j'ai pas la possibilité de le redépenser, de l'utiliser auprès de mes fournisseurs, pour mes charges sociales ou autres, c'est comme si on ne payait pas. » Donc il faut pouvoir créer le climat de confiance à l'intérieur du réseau en garantissant aux prestataires professionnels qui vont entrer dans le jeu qu'ils auront, si nécessaire, la possibilité de reconvertir leur surplus de monnaie locale en euros. Donc c'est important au départ pour créer le climat de confiance. Mais lorsque le réseau sera suffisamment développé pour que la monnaie puisse circuler et qu'on découvre que les reconversions sont de plus en plus rares, alors ça peut devenir un piège, car si on n'a pas fait, si on n'a pas pris la mesure de ce que l'on vise à terme, qui est véritablement la totale libération de la monnaie, pour évacuer la question de la monnaie et ne s'intéresser qu'au fond de ce que l'on veut exprimer, produire et échanger, alors on risque de retomber dans la bonne petite popote qui ne fera que copier le monde dominant, et où là, comme je le disais en début de mon propos, on commencera à jouer à la marchande avec une autre monnaie que l'euro, mais ça reviendra exactement au même, et on n'aura pas fait de progrès, on aura de nouveau loupé le train, mais cette fois avec probablement des conséquences encore beaucoup plus graves. Donc c'est important parce que, on est conditionné, et je peux vous dire que le poids du conditionnement est très lourd. On est conditionné à nous représenter la monnaie comme quelque chose de valeur et comme quelque chose de rare. Pour sortir de cette représentation et avoir la certitude ancrée en nous que la monnaie n'a pas de valeur et qu'elle est potentiellement infinie puisque créée par l'être humain, alors il y a ce cheminement à faire. Et les monnaies locales, les citoyennes sont là pour nous y aider. Au fur et à mesure qu'on découvre que les prestataires demandent de moins en moins de reconversion, pas à pas, au lieu de recevoir 50 unités de monnaie locale contre 50 euros, moi j'en toucherai 55, puis 60, puis 60. Simplement, c'est de se dire, on peut se désolidariser peu à peu de l'euro pour rentrer dans une notion de création monétaire. Ils ont, alors, grâce au soutien de la municipalité, puisque la municipalité est rentrée dans l'expérience, quoique totalement minoritaire, elle n'a qu'une seule voix, hein. Donc on est vraiment dans une action citoyenne à Toulouse aussi.
ils ont décidé d'inclure dans l'expérience une centaine de familles fragiles financièrement et fragiles économiquement, au travers des maisons de chômage, et ils leur versent 30 sols, hein, puisque c'est le sol là-bas, 30 sols violettes, donc l'équivalent de 30 € par famille, par mois. C'est pas ça qui est intéressant, et c'est pas 30 € qui va changer, ou 30 sols qui va changer leur devenir et leur pouvoir d'achat. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils les incluent complètement dans l'expérience. Ils ont la parole, ils ont une mission, ils ont une activité s'ils le choisissent. Ils peuvent devenir ambassadeurs du sol, ils vont aller voir les gens, ils vont promouvoir l'expérience. Voilà des personnes qui, d'un seul coup, retrouvent une place, retrouvent une utilité, retrouvent de la dignité. Alors, vous savez, j'ai écrit un guide de mise en œuvre des monnaies complémentaires qui est à la fin du bouquin là, sur les monnaies complémentaires. On le trouve aussi sur mon site Internet. C'est sur la base de ce guide que beaucoup de monnaies sont créées ici en France. Donc là aussi, ça devient un petit laboratoire où les citoyens que nous sommes, nous offrons la possibilité d'expérimenter autre chose. Et Dieu sait que la démocratie participative est trouver un accord au consensus est bigrement plus délicat que la majorité, où là on rentre dans des jeux de pouvoir et où on va rentrer dans des stratégies qui visent à aller chercher la voie qui me manque pour faire passer mon idée. Peur, il faut que j'identifie mes peurs pour pouvoir les regarder en face et choisir plutôt la confiance, c'est-à-dire choisir la vie, choisir le saut dans l'inconnu parfois que ça demande. Parce que ce n'est pas l'outil qui changera les choses. Ce serait une erreur de croire que les monnaies citoyennes vont changer quoi que ce soit dans notre société. Et on peut très bien faire exactement les mêmes bêtises avec les monnaies complémentaires. Donc oui, elles sont inspirées par de belles valeurs, de belles intentions dans la charte, mais comment on va les incarner les citoyens aussi, parce qu'on voit très souvent, voilà, c'est facile de voir la responsabilité de nos gouvernants, de la haute finance, de ceux qui ont plein d'argent, de ceux qui ont le pouvoir. C'est évident, eux nous offrent une caricature, mais une caricature de la dynamique qui se passe à un niveau très subtil à l'intérieur de nous. Et c'est ça qu'il va falloir aller débusquer, et ça qu'il va falloir transformer à l'intérieur de nous, et à ce moment-là, on va pouvoir inspirer et vivre ces expériences alternatives et donner une puissance et un potentiel à nos monnaies complémentaires qu'elles risquent sinon de ne pas avoir. Alors, jusqu'à présent, nous avons bénéficié de la part des autorités, que ce soit les autorités monétaires, politiques et des collectivités locales, on a bénéficié d'une grande bienveillance, voire d'un soutien. Ce soutien et cette bienveillance peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est l'heure où le citoyen doit se relever. On a été élevé depuis des siècles à la soumission, que ce soit autrefois soumission à l'Église, maintenant c'est soumission à la main invisible du marché dans l'idéologie néolibérale. Il est temps de sortir de notre victimite et de nous redresser et de poser des actes porteurs de transformation. Et ça, j'y crois.